brillante démonstration. On va recevoir maintenant Dominique Schnapper qui va nous rejoindre et Gilles Clavreul. Bonjour et merci, installez-vous ici, Gilles, à côté de moi. Et Dominique Schnapper, Gilles Clavreul, délégué interministériel, venez près de moi, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et Dominique Schnapper, bonjour madame, Schnapper, pardonnez-moi, qui nous rejoint. Présidente du Musée des Arts et du Judaïsme, membre honoraire du Conseil constitutionnel, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Merci à tous les deux. Merci à notre interlocuteur précédent. On va parler, vous ne serez pas surpris, de laïcité et se poser la question de savoir si la laïcité peut sauver la France. Je précise qu'au bout d'une petite demi-heure, 40 minutes de discussion entre nos deux invités, vous aurez une petite dizaine de minutes, pas beaucoup plus, parce que Luc Ferry a un peu débordé sur son temps, pour poser des questions à nos invités. Peut-être, pour lancer ce débat, une question à tous les deux. Je ne suis pas sûre que vous ayez la même définition, mais je peux me tromper, du mot laïcité. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs définitions du mot laïcité. On parle même de laïcité inclusive, exclusive, de laïcité excessive. Quelle est la vôtre, Gilles Clavreul? Bon, je suis pas. Pardonnez-moi. Je me sens pas forcément une autorité qualifiée pour donner la définition canonique de la laïcité, si vous me permettez ce mot volontairement saugrenu. Je crois simplement qu'il y a deux choses dans la laïcité qui coexistent et qu'il faut faire vivre ensemble. Il y a d'abord un corpus juridique. Et sur ce corpus juridique, sur la portée, mais également les limites de son application, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de polémiques ni de divergences d'interprétation que cela. Au fond, le droit de la laïcité est quelque chose de relativement bien établi. La question, en revanche, c'est de savoir si la laïcité, c'est que ça. C'est-à-dire si c'est seulement des règles de droit, ou bien si derrière ces règles de droit, dans leur soubassement, il y a des principes plus fondamentaux et de portée plus large. Et je crois que la question qu'on doit se poser, c'est quelle portée on donne à la Constitution lorsqu'il y est dit, pas dans n'importe quel article, au début, que la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Laïque en deuxième position, et c'est bien de la République qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement, comme certains ont tendance à le dire, de l'État, mais il s'agit bien de la République, c'est-à-dire de ce qui nous est commun à tous et qui porte au-delà des règles qui sont, il est vrai, définies par la loi de 1905, des règles qui s'appliquent aux administrations publiques. Dominique Schnapper, est-ce que la République telle que nous la vivons aujourd'hui est laïque et quelle est votre définition de la laïcité? Alors c'est un peu difficile d'intervenir d'abord après Luc Ferry puis après Gilles sur ce sujet qui peut nous occuper longuement. La laïcité, pour le dire en une phrase, je dirais que c'est la forme française de la séparation du politique et du religieux qui est au fondement de l'ordre démocratique. L'ordre démocratique repose sur cette idée que le religieux est indépendant du politique et que par conséquent, pour reprendre l'expression qui a été prise tout à l'heure par Luc, on est également citoyen, quels que soient ses enracinements particuliers, quelles que soient ses croyances, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa condition sociale. Alors, pour des raisons historiques, la France a une forme particulière de séparation. Et cette séparation est toujours liée à une forme aussi de collaboration. Parce que quand il y a un bureau des cultes au ministère de l'Intérieur, on négocie avec les différentes églises les jours de vacances. Donc le principe de séparation, dans son caractère vraiment essentiel, c'est cette idée d'une citoyenneté indépendante du religieux. Et ça, vous le trouvez dans toutes les nations démocratiques, parce que c'est fondateur de l'ordre démocratique en lui-même. Alors, en fonction de l'histoire, cette séparation-collaboration prend des formes différentes. Et c'est un des grands termes tocquevilliens. Alors, Luc a parlé tout à l'heure du catholico-républicanisme. Moi, je nuancerais en disant la laïcité est née sous sa forme, disons, susceptible, ou qui paraît susceptible aux autres pays, du fait du conflit entre
entre les deux légitimités qui a marqué tout le XIXe siècle, c'est-à-dire la légitimité traditionnelle, à la fois monarchique et catholique, de l'Église catholique romaine, et de la légitimité qui est née du mouvement révolutionnaire et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ce conflit a été assez violent pour, d'une certaine façon, aboutir à une loi admirable, qui est la loi de 1905, qui était une loi d'apaisement, mais qui est une loi qui à la fois a été inspirée par une conception spécifiquement française de cette forme de séparation et de collaboration qui est fondatrice de l'ordre démocratique. Et alors évidemment, là, je suivrai tout à fait Luc, elle a été construite en fonction des relations avec l'Église catholique romaine, très clairement. Alors les deux petites minorités de l'époque, c'est-à-dire les protestants et les juifs, y ont vu à juste titre la reconnaissance de leur existence au même titre que la religion catholique, qui à l'époque devait représenter 96% de la population. Il devait y avoir, comme toujours, moins de 1% de juifs et du même ordre de protestants. Bon. Donc c'était une espèce de protection des religions minoritaires. Et elles se sont engouffrées et elles ont bénéficié de cet ordre. Et évidemment, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est d'adapter cette loi à des nouvelles conditions, et en particulier à la religion islamique. Alors, est-ce que justement, cette loi doit s'adapter aujourd'hui, ou est-ce que c'est aux nouveaux entrants, même si, quand je dis nouveaux entrants, je parle essentiellement d'influence religieuse dans le pays, parce que la plupart de ceux qui pratiquent la religion musulmane aujourd'hui en France sont français, souvent depuis 2 voire 3 générations. Donc, est-ce que c'est à la loi de s'adapter à cette nouvelle répartition des appartenances religieuses, ou est-ce que c'est à ceux qui appartiennent aux différentes religions de s'adapter à la loi? Les deux, mon colonel. Toutes les lois doivent être adaptées par définition. Même les lois récentes, il y a toujours un problème de l'interprétation et de l'adaptation aux conditions sociales et politiques. Donc, il faut évidemment adapter aux nouveaux entrants les dispositions qui, à l'origine, ont été prises en fonction des conditions particulières de l'Église catholique. Conditions qui ont d'ailleurs beaucoup changé du côté du monde catholique un siècle après. Donc il y a des adaptations nécessaires. Nous le savons tous, il y a les problèmes de l'entretien des lieux de culte. Les catholiques avaient une église dans les 36 000 communes de France, donc il n'y avait pas de problème de lieu, en tout cas à l'époque, même si le problème s'est changé différemment. Mais en même temps, il faut que les entrants respectent ce principe fondateur de l'ordre démocratique, qui est la séparation du politique et du religieux. Et là-dessus, nous ne pouvons pas céder, parce que nous céderions sur ce qui fonde la légitimité de notre ordre politique. Donc le problème de séparation doit être affirmé dans toutes ses dimensions, sachant que c'est jamais qu'une séparation-collaboration, mais en même temps, il faut voir comment adapter une loi qui a été fondatrice d'une paix religieuse en France aux nouveaux entrants. Adaptation, d'adaptation, est-ce qu'on passe aux accommodements raisonnables, pour reprendre une formule entendue dans la bouche d'un leader politique, en l'occurrence Alain Juppé? Oui, c'est un produit d'importation, les accommodements raisonnables, mais manifestement, il y a déjà au moins une famille politique qui a émis des réserves. Je pense que l'autre en émettra également. Aujourd'hui, il y a à la fois à faire droit à un certain nombre de demandes et de situations pratiques, la place de l'islam dans la société française, et là, il est parfaitement normal, je rejoins, je crois, ce qui a été dit par Luc Ferry, ce que beaucoup de gens peuvent partager, à savoir que nous devons effectivement faire tous les efforts nécessaires pour que les imams soient formés, pour que les lieux de culte puissent être ouverts dans des conditions qui sont respectueuses de la légalité, de la transparence des fonds, et le plus possible que ce soit des imams et des fidèles français qui prennent en main le culte musulman. Et cela, bien sûr, ne peut pas venir d'une attitude de l'État qui tiendrait la main de bout en bout dans tout le processus. Que l'État soit là pour aider, c'est logique. Mais à un moment donné, si l'on respecte complètement et jusqu'au bout le principe de séparation auquel je crois nous tenons, il faut que cela vienne des musulmans. Voilà. Et ça ne peut pas, à mon sens, ça ne peut pas être autrement. Maintenant, ce qui aujourd'hui est en question, c'est ce qui menace la laïcité. Et la laïcité est menacée de deux façons en vérité. Elle est menacée par ceux qui veulent l'affaiblir, ceux qui l'attaquent
de façon généralement pas frontale, mais plutôt en la faisant, en l'ensevelissant sous les épithètes, ouverte, apaisée, de compromis et tout ce que vous voudrez, qui est en fait une façon de dénaturer la laïcité pour en réalité l'abattre. Quand certains collectifs demandent clairement l'abrogation des lois de 2004 et 2010, si ce n'est pas une volonté d'enterrer la laïcité, je ne sais pas ce que c'est. Pire que ça, quand des intellectuels qui se prétendent des spécialistes de la laïcité, qui écrivent des livres sur le sujet, écrivent dans ces mêmes livres, je cite donc Jean Bobéro, pour une laïcité apaisée, la loi de 2004 peut être considérée comme une falsification de la laïcité. Sur les signes ostentatoires religieux. Sur les signes religieux à l'école. Loi de 2004 qui ne faisait que reprendre une tradition inaugurée par Jean Zay dans sa circulaire de 1937. On voit bien là qu'on a une attaque contre la laïcité. C'est pas autre chose. C'est pas un accommodement, c'est pas une ouverture aux nécessités du temps. Non, c'est bien une volonté de remettre en cause la laïcité. Et puis il y a une autre façon d'attaquer la laïcité, c'est de la falsifier et de l'instrumentaliser. Et là, bien évidemment, je pense à l'utilisation assez nouvelle et assez spectaculairement nouvelle dans l'histoire des idées politiques qu'en fait désormais l'extrême droite. Là aussi, c'est une autre menace. Et je crois qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous avons quoi de part et d'autre des poussées identitaires. Ce n'est pas le fait religieux le problème, ce sont des poussées identitaires. Et il faut comprendre que ces poussées identitaires nous prennent en tenaille, ou que nous sommes dans une mâchoire. Et si on ne se bat que contre un côté, de toute façon la mâchoire se referme. Donc ce n'est pas le sujet. Il faut bien avoir conscience que nous devons lutter des deux côtés. Oui, justement, vous devancez ma question sur le fait qu'on parle là de sauver la France grâce à la laïcité et que depuis le début, nous parlions essentiellement de l'islam, comme s'il s'agissait de la seule ou de la principale menace aujourd'hui contre nos principes républicains. Sauf qu'effectivement, comme le dit Gilles Clavreul à l'instant, les menaces viennent de tous les extrémismes. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que le problème de l'islam. C'est quand même, il faut voir les choses en face, c'est quand même le problème essentiel, même s'il est utilisé politiquement par Madame Le Pen dans une autre direction. Mais c'est vrai que pour des raisons à la fois générales, géopolitiques, par l'importance, le nombre de cette population qu'on dit toujours minoritaire, mais si on regarde maintenant les chiffres de pratique, elle est plus vraiment minoritaire, enfin elle est vraiment une religion importante de la France et elle est récente dans le paysage français, et parce qu'il y a dans la tradition de l'islam tout de même deux grands problèmes pour l'adaptation à l'ordre démocratique. Le premier problème, c'est le statut inégal des hommes et des femmes, qui est contradictoire avec les valeurs démocratiques et qui suppose que les penseurs musulmans eux-mêmes réinterprètent et réfléchissent sur leur tradition pour l'adapter. Et le deuxième, c'est le principe de séparation du politique et du religieux. Toutes les sociétés musulmanes sont des sociétés théocratiques, dans lesquelles le politique est dépendant du religieux. Et là, il y a aussi tout un travail à faire. Moi, je suis profondément universaliste, donc je pense qu'il n'y a aucune raison que les intellectuels musulmans ne puissent pas réfléchir sur leur tradition et réfléchir à la manière dont elle peut se redéfinir d'une manière spirituelle et être du coup compatible avec l'ordre démocratique. Encore faut-il que le travail se fasse, et nous connaissons tous ceux qui essayent de faire ce travail, mais ils sont si peu nombreux. On cite toujours les mêmes, et quand il y a 2 morts, celle d'Abdelwed Medeb et celle de Bida, on n'en retrouve plus. Ils sont très peu nombreux, et encore une fois... Alors c'est Malek Chebel qui est décédé récemment. Chebel, heureusement pour lui, Abdelnadour Bidar est en bonne santé. Oui, oui. Mais, oui, Bidar, excusez-moi. Mais je veux dire, moi je suis toujours frappée, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, c'est-à-dire qu'il faudrait tout un travail. Alors repensons aux communautés juives, quand elles sont arrivées à la modernité politique, il a fallu tout un travail pour voir comment concilier ce qui était l'essentiel ou le meilleur ou le plus spirituel de la tradition juive avec les exigences de la République. Et là, je crois qu'il y a un travail qui doit venir des musulmans. C'est pourquoi nous sommes tous pour l'islam de France, qui est
solution évidemment raisonnable. Beaucoup de Français sont musulmans, il faut donc faire un islam de France, mais en même temps, nous attendons. Et très souvent, il y a eu l'appui du monde politique, non pas aux républicains, mais disons au moins républicains. Or, je crois qu'il y aurait du côté des pouvoirs politiques tout un travail à faire pour aider, dans la mesure du possible, les intellectuels musulmans à mener ce travail. Alors, juste pour dire un mot sur la laïcité apaisée, oui, j'aime beaucoup les adjectifs. L'apaisement, je crois que tout le monde cherche l'apaisement. Hein. Laïcité ou pas, on est contre la violence. Enfin, ça me paraît. Ça me paraît. Et puis, j'ai pas une sympathie irrésistible pour M. Bobéro. Bon, mais ça, c'est un détail. Gilles Clavreul, à l'instant, Dominique Schnapper parlait justement de l'implication du politique. Est-ce que vous, en tant que délégué interministériel à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, vous n'êtes pas parfois confronté à une forme de double discours de la part d'élus, aussi bien de droite que de gauche, qui, quand ils sont députés, par exemple, à l'Assemblée nationale ou sur les plateaux de télévision, ont un discours à l'adresse de tous qui est assez rectiligne, intransigeant sur les questions liées à la laïcité. Et puis, quand il s'agit d'aller dans les quartiers de leur circonscription ou de leur municipalité, parler avec les gens et éventuellement solliciter leur voix pour une prochaine élection, eh bien, là, cède à l'accommodement, pour le coup, pas très raisonnable. Non, mais ça n'arrive jamais, ça. D'accord. Oui, c'est l'ubie de journaliste, en fait. Oui, je crois que vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Non. Bon, ce qui est intéressant avec le clientélisme, c'est qu'il est ni de droite ni de gauche. Il est de tous les partis. Et il est démocratique, malheureusement. Il est aussi démocratique, voilà. Mais enfin, il se traduit par des laissés-aller et par des pratiques qui sont très inquiétantes. Je crois que si on constate par exemple l'évolution politique de la Seine-Saint-Denis, on voit bien que le problème, où aujourd'hui, je le rappelle, 22 municipalités sur 40 sont à droite. Donc il y a l'islamo-gauchisme, mais il y a aussi un islamo, je ne sais pas comment il faut l'appeler, d'extrémisme, mais enfin, ce qui est une réalité de pratique municipale et qui fait que par exemple, certains élus mettent à disposition des salles municipales à des prédicateurs salafistes pour célébrer la non-célébration de la Saint-Sylvestre par leurs fidèles, c'est-à-dire pour les féliciter de ne pas concélébrer avec leurs concitoyens une fête voilà, qui a quand même quelques usages dans la République française. Donc je ne crois pas que ce soit, et même s'il y a après des postures idéologiques qui sont prises au niveau national, en effet, hein, sur les plateaux de télévision et dans les tribunes et sur les réseaux sociaux, je ne crois pas que dans la pratique, il y ait heureusement ou malheureusement, enfin c'est un fait, hein, un marquage politique tel. En revanche, heureusement, il y a aussi des élus qui sont très vigilants, très conscients des choses et qui n'hésitent pas à dire et surtout à traiter le sujet de la montée des communautarismes, à dire pourquoi ça pose problème. Et là où ça se fait, là où les choses sont dites et où elles le sont depuis longtemps, il y a alors au meilleur sens du terme, il y a une communauté d'acteurs publics et privés aussi d'ailleurs qui se forment pour simplement faire respecter les règles comme elles doivent l'être, c'est-à-dire sereinement, mais avec néanmoins une certaine fermeté. Et on ne se retrouve pas comme certains intervenants de terrain, des profs, des assistantes sociales, des éducateurs, qui se trouvent mis dans la position de l'accusé dès lors qu'ils veulent faire respecter la mixité filles-garçons, faire en sorte que l'on parle français partout quand il y a des activités scolaires, périscolaires et autres, et qui naturellement disent, s'agissant en particulier de l'école, qu'il y a une loi qui doit s'appliquer, il ne s'agit pas là non plus de stigmatiser qui que ce soit, mais on n'entre pas dans un établissement scolaire avec une tenue ou des signes qui manifestent une appartenance religieuse. Je dis ça parce que j'ai par exemple fait récemment la connaissance d'un enseignant qui a quitté son établissement où il enseignait pendant 18 ans à Clichy-la-Garenne, parce que précisément il avait demandé à une jeune fille qui était intégralement couverte, qui était gantée, de ne pas venir comme ça. Jeune fille qui arrivait déjà jusqu'à la porte de sa classe, ce qu'elle n'aurait pas dû pouvoir faire. Et elle n'était pas la seule dans ce cas. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que tout le processus de gestion de cette affaire s'est retourné contre lui, y compris de la part du chef d'établissement, qui lui a dit un jour en conseil de discipline, mais vous voyez bien que ça ne gêne personne, il n'y a que vous à qui ça pose problème. C'est ça la réalité des choses.
et il a fini par quitter son établissement parce que la pression collective le mettait lui dans la position du gêneur et du fauteur de troubles. C'est ce rapport-là qu'il s'agit d'inverser, et je dirais ce n'est pas plus que ça. Partout où on met les choses dans le bon ordre, si j'ose dire, eh bien, les provocations d'un adolescent sont ce qu'elles sont. Elles peuvent prendre cette forme-là, elles peuvent en prendre d'autres d'ailleurs, mais quand elles prennent cette forme-là, on fait appliquer la règle et on passe à autre chose. Oui, mais vous me dites ce n'est pas plus que ça. Sauf que dans la réalité, dans le quotidien, le politique lui-même, qui est censé, a priori, sur ces questions de laïcité et de respect des principes de la République, donner l'exemple, n'est pas forcément lui-même très au clair avec ce qu'est la laïcité, ce que sont les principes. Et ça redescend effectivement sur l'enseignant, sur le chef d'établissement, ce dont vous nous parliez à l'instant. Personnellement, j'avais été particulièrement frappée de voir qu'un président de la République en exercice n'arrivait pas à dire en direct à la télévision à un jeune pourquoi il y avait une différence entre la condamnation de la mort des dessinateurs de Charlie Hebdo, l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo, et la condamnation des propos de Dieudonné. C'est-à-dire que ce jeune lui disait « Ah oui, mais quand c'est Dieudonné, il n'a pas le droit, mais quand c'est Charlie, ils ont le droit ». Et vous avez un président de la République qui n'était pas capable de dire clairement, avec des mots simples, pourquoi il n'y avait pas deux poids, deux mesures, mais pourquoi il y avait un principe de laïcité, de liberté d'expression qui était celui qui avait été refusé aux dessinateurs de Charlie Hebdo. Je pense que vous ne me reprocherez pas, et personne ici... Il ne faut pas tirer sur une ambulance. Hein. Non, j'ai dit un chef de l'État. Enfin, lequel ? Oui, mais enfin, nous savons lequel. Oui. Donc ne tirons pas sur une ambulance. Non, mais je crois, vous ne me reprocherez pas, je pense... Lui et d'autres, lui et d'autres responsables politiques. Vous ne me reprocherez pas de rappeler que aucun gouvernement précédent, aucune majorité précédente ne peut se prévaloir de faire ce qui a été fait en matière de défense de la laïcité, de promotion des principes républicains et, j'ose le dire, même si je suis un tout petit peu jugé parti, de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ça me permet d'ailleurs d'apporter cette précision à Luc Ferry et par la même occasion à l'ensemble d'entre vous ici, c'est que depuis 2012, les programmes de l'éducation nationale ont changé. Ils ont changé en 2015 et on a introduit l'enseignement de la morale civique obligatoire du CP à la terminale. Et si vous consultez, l'exemple que prenait Luc Ferry tout à l'heure concernait des programmes de 2012 élaborés bien avant, bien sûr. Qui n'ont plus cours aujourd'hui. Si vous prenez le... Je vous invite néanmoins, cher Luc Ferry, à consulter le journal officiel du 21 juin 2015 et à consulter le programme d'éducation à la morale civique qui cite en toutes lettres le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie et le harcèlement, toutes choses qui sont désormais enseignées de manière obligatoire à l'école. Mais je ne m'arrête pas là, parce qu'il ne s'agit pas seulement de nommer des choses dans les programmes. C'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Et après tout, je ne sais pas qui était responsable des programmes de l'éducation nationale avant 2012, mais en tout cas, je sais que pour ceux qui en sont responsables aujourd'hui, la question c'est non seulement de nommer les choses dans les programmes, mais surtout de le faire appliquer dans la réalité et de la meilleure façon possible. Et c'est la raison pour laquelle il y a un volet très important de l'action du gouvernement qui est consacré à ça. Donc je crois qu'il peut y avoir dans les formes d'expression le souhait d'être encore plus net. Et je ne vous étonnerai pas là non plus en vous disant que plus on est clair sur ces sujets-là, et mieux personnellement je me porte, parce que je pense que mieux la République se porte quand on est clair sur ces sujets-là, quand on défend effectivement la laïcité, et quand on ne se laisse pas intimider par ce qui sont des procès et des provocations. Dominique Schnapper, on n'a pas toujours été clair sur ces questions. Luc Ferry le rappelait tout à l'heure. Est-ce qu'on est clair aujourd'hui sur ces questions? Est-ce qu'aujourd'hui, il est clair pour tout le monde, pour tous ceux qui se prévalent de défendre les valeurs de la République, que la laïcité est une évidence et qu'elles doivent être défendues? Je ne sais pas. Moi, j'ai participé à 2 reprises à la rédaction de programmes d'instruction civique qui sont balayés par le ministre suivant. J'ai toujours le sentiment que si on en refait tout le temps, c'est parce qu'il y a un certain échec de son application et que c'est plutôt inquiétant. Non pas que ceux auxquels j'ai collaboré soient meilleurs que les suivants, mais pourquoi est-ce que tous les 3 ans on refait ce genre de programme, sinon qu'on a le sentiment qu'ils ne sont pas vraiment. Et dans la clarification à laquelle vous faites appel me paraît
me paraît un bon projet parce que je crois qu'effectivement il y a beaucoup de confusion dans les termes. Et là, c'est un échec de nous autres vieux professeurs parce que depuis le temps qu'on essaye de faire la distinction, je me souviens de François Mitterrand remerciant en 91 la communauté juive et la communauté arabe, musulmane ou arabe, je ne sais plus quel était le terme de l'époque, de ne pas s'être écharpé au moment de la guerre d'Irak. Ce qui était tout de même pour un président de la République une conception un petit peu choquante des Français de tradition, d'origine ou de conviction juive ou musulmane. Et faire la distinction entre les liens communautaires, qui sont des liens tout à fait légitimes de rapprochement entre ceux qui partagent une même vision du monde, une même origine, les mêmes valeurs, et une communauté au sens propre, c'est-à-dire qu'une entité politique à l'intérieur de la République, cette distinction qui est quand même absolument essentielle. Mais je ne sais pas, il y a 30 ans que j'essaye de faire cette distinction devant des institutions comme le CRIF ou devant d'autres institutions, mais apparemment c'est assez difficile et ça risque toujours de dériver en communautarisme, c'est-à-dire au sentiment que l'appartenance à une entité particulière prime l'appartenance nationale et citoyenne. Alors, c'est le risque. Comment faire, oui, on peut applaudir Dominique Schnapper. Comment faire aujourd'hui, puisqu'on est là pour en parler? Luc Ferry avait tout à l'heure des préconisations, 3 préconisations au moins. Comment faire aujourd'hui pour que la laïcité ne soit pas qu'un mot, mais qu'elle soit une réalité, qu'elle soit un étendard et même un bouclier contre les menaces dont nous faisons l'objet? Écoutez, ces suggestions, moi je les partage, elles me paraissent marquées par la justesse de l'analyse et je dirais le bon sens. Nous sommes tous d'accord sur ce qu'on peut essayer de faire. Moi, si je mets provisoirement ma casquette de sociologue, j'ai un tout petit peu de scepticisme. Ce n'est pas une raison pour ne pas agir, hein. Au contraire. Il faut d'autant plus agir que les forces de résistance sont grandes. Donc je ne peux pas ne pas croire que l'éducation peut être efficace, parce que j'y ai consacré toute mon existence, et peut-être aussi parce que j'ai une forme d'identité juive. En tout cas, je pense qu'il faut continuer, répéter, essayer de clarifier, mais en même temps, je suis sensible à la force de résistance, au vent mauvais qui souffle sur la démocratie. Et les Juifs sont bien placés pour savoir que le vent mauvais qui souffle la démocratie, ils en sont à la fois les premières victimes, les annonciateurs, les révélateurs, et que leur destin est directement lié à celui de la démocratie. Et par conséquent, les vents mauvais qui soufflent sur la République, et donc sur la laïcité, qui en est un élément constitutif, comme je l'ai dit au début, sont inquiétants. Donc il faut lutter sans illusion, mais avec conviction. Donc je vous y invite. Merci. Gilles Clavreul, vous qui êtes sur le terrain tous les jours justement sur ces questions d'antisémitisme et de racisme, de lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme, vous avez affaire à cette remise en cause permanente de nos principes républicains, de ce que recouvre la laïcité. Comment faire? Vous êtes sur le terrain depuis déjà quelques mois, un peu plus de 2 ans, voilà, c'est ça, un peu plus d'1 an et demi. Comment faire pour que la bonne parole, si j'ose dire, se répande un peu mieux? Reprendre le terrain qu'on a laissé. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Non, ça, c'est le constat qui est simple. Après, la manière de le faire, c'est beaucoup plus compliqué et exigeant, et ça prend du temps et des moyens. On ne peut pas juste postuler qu'il y a des territoires perdus, et puis, une fois qu'on en a fait le constat, les laisser à ceux qui les ont investis, et dont il faut bien comprendre, parce que si ce discours marche, le discours identitaire en général, c'est qu'il comble des tas de vides, des vides pas seulement d'ailleurs spirituels ou moraux, mais aussi tout simplement ce sont des prestations, ce sont des gens autour de soi. Moi j'ai là aussi une autre anecdote, un dramaturge franco-algérien qui travaille à la fois en Israël, en Palestine, dans les quartiers populaires en France, me disait, j'avais une jeune apprentie actrice qui était droguée, mal dans sa peau, du jour au lendemain elle est arrivée au théâtre avec le voile. Et alors, il dit, j'ai eu la posture morale habituelle. Je lui ai dit, mais il faut qu'on parle de ça, c'est l'ignorance, c'est la régression, tu peux pas, etc.
Elle me dit, tu es en train de me parler d'ignorance et de régression, mais on m'entraîne plus dans les caves. On me traite plus de sale pute. J'ai tous les soirs, dès que j'ai le moindre problème, un problème pour les courses, un problème pour les enfants, j'ai les sœurs qui m'appellent et qui me disent, t'as besoin de rien, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Où sont les institutions, publiques ou privées d'ailleurs, qui répondent à ces besoins sociaux et à la détresse et à l'isolement d'un très grand nombre d'individus? C'est ça aussi le sujet, c'est la présence physique effective de la République. Ça ne peut pas être juste des principes énoncés depuis l'extérieur et qui sont vécus d'ailleurs comme des choses très abstraites et un peu plaquées, qui ne correspondent pas au vécu quotidien d'un certain nombre de populations. Ça, c'est une première chose. Et puis, je reviens un peu sur la question du déni ou de la minimisation des problèmes. Ça donne des voix tous les jours au Front National, sans rien faire, facilement. Et non seulement dans des catégories populaires qui se sentent exposées à beaucoup d'ailleurs d'influences néfastes, pas seulement la montée du communautarisme, mais aussi la mondialisation et d'autres sujets. Et évidemment la précarité socio-économique. Mais on n'en est plus du tout là aujourd'hui. En réalité, le vote réactionnel Front National est en train de gagner des classes moyennes, et en particulier celle de la fonction publique, ce qui est un des phénomènes politiques qui est pour moi le plus inquiétant. C'est ce que disait, je n'ai pas que des critiques à propos de ce qu'a dit Luc Ferry tout à l'heure, loin de là, je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que ça devient vraiment dangereux et inquiétant lorsque des personnes raisonnablement cultivées et intégrées commencent à trouver que des idées extrémistes sont au fond des idées raisonnables, parce qu'à un moment ça suffit, etc. Et donc actuellement le processus politique qu'on est en train de voir arriver, et on l'a vu ailleurs qu'en France, on le voit ailleurs en Europe, donc ça n'est pas un phénomène franco-français, c'est aussi important de le dire. C'est l'idée qu'au fond, on a besoin d'un bon coup de balai, d'une bonne réaction autoritaire pour contrer le phénomène. Bien évidemment, je n'y crois pas, mais je suis certain que si la République n'oppose pas suffisamment de fermeté et de netteté au progrès du communautarisme, alors nous aurons ça. Dernier mot. Est-ce qu'elle le fait ? Elle doit le faire. Elle le fait. Peut-être ne le fait-elle pas assez. Peut-être doit-elle le faire plus énergiquement. Mais en tout cas, je suis certain de l'issue politique. Il date de 2002. Il a été refait en 2005. Il a été refait après les attentats de Charlie Hebdo, après l'hypercachère, après le 13 novembre. Là, je parle de la situation politique dans laquelle nous sommes, dans laquelle d'autres pays se sont trouvés, et on voit bien le danger mortel du différentialisme. Quand on commence à dire de ces électeurs à soi qu'ils vivent dans le monde intégré, dans le progrès, dans l'amour, dans la fraternité, et des autres qu'ils sont pitoyables, et ben les électeurs pitoyables se vengent et ils portent au pouvoir un leader politique populiste. Voilà, c'est très exactement un scénario qui peut se reproduire partout dans les démocraties, et y compris chez nous. Et ce qui me fait le plus, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tellement qu'il y ait, comme on le dit, des territoires perdus de la République, ou qu'il y ait ces situations de progression de l'islamisme. C'est évidemment inquiétant. Mais ce qui est plus inquiétant encore, c'est la dispersion et la diffraction des territoires. Parce qu'il y a aussi des territoires où ça va très bien. Les métropoles, en gros la façade atlantique, et d'autres encore, des villes moyennes. Bon. Il y a une France qui va très bien vis-à-vis de la question de la laïcité, du communautarisme, de l'application des principes de la République. Et c'est aussi cette France-là qui doit bouger, si on veut qu'il se passe quelque chose. Parce que si l'on admet la séparation des territoires, on admettra à la fin, ou on laissera possible, des solutions politiques populistes s'imposer. Dominique Schnapper. Je voulais juste généraliser l'anecdote qu'a rapportée Gilles sur la jeune femme qui met un voile. La démocratie ne nous impose pas le sens que nous voulons donner à notre existence. Elle est vide ou elle est en retrait. Elle nous laisse libres de définir nous-mêmes le sens que nous donnons à notre existence. Alors, quand on l'apprend, quand on en a les capacités, c'est une merveilleuse liberté, puisqu'on ne nous impose rien et nous sommes libres de le. Mais quand pour des raisons soit personnelles, soit en général surtout sociales, je dis que j'étais universaliste, donc essentiellement pour des raisons de conditions sociales, on n'a pas la capacité de donner un sens à son existence, eh bien on remplace ce vide, forme un lieu dans lequel peuvent s'engouffrer tous les courants sectaires de toute nature et de toute référence. Et dans
la partie marginale d'une population qui devient hostile à toutes les valeurs que représente la République, je crois qu'il y a ce vide dans lequel peuvent s'engouffrer les théories les plus absurdes, les plus sectaires et surtout les plus radicales. Et donc c'est vraiment un danger important dans lequel il faut que nous ayons clairement l'idée de ce qui n'est pas un accommodement raisonnable, ce qui ne l'est pas, car il y a des accommodements qui ne sont pas raisonnables et tous les accommodements ne le sont pas, et ce qu'il faut essentiellement garder pour que l'ordre démocratique puisse subsister en dépit de ces difficultés actuelles. Merci. On va prendre des questions si vous en avez pendant une dizaine de minutes. Et je veux juste préciser que d'ici quelques minutes, puisque je vois que Luc Ferry se lève, il va signer certains de ses livres au stand de la librairie. Il y a une question ici. Je ne sais pas s'il y a un micro qui se... Est-ce qu'il y a un micro pour les questions? Non, mais monsieur, si vous voulez bien vous lever et parler à voix haute. Merci. Ah, vous êtes deux. D'abord, monsieur. Attendez. Je vous écoute. Je vais me faire le relais de votre question. Dites-la, monsieur, je vais m'en faire le relais. Je crois que l'attribut essentiel de la notion de la laïcité, avant toute chose, c'est la défense, la protection même de toutes les religions. Mais l'idéal, selon moi, d'une laïcité vraiment rigoureuse et sourcilleuse, que l'on évite certaines conséquences. L'idéal de la laïcité serait que les signes discrets de son appartenance soient autorisés et même favorisés, excusez-moi, à l'école. Bien entendu, il ne s'agit pas de tolérer le moins du monde les défis vestimentaires de certaines, sectes, mais de faire en sorte que l'on ne soit pas discrètement ceci ou cela. Il faut permettre, ce serait l'idéal, que, conformément à ce que nous avons vécu, nous, dans nos premières années, que le port d'une calotte ou simplement d'une croix soit admis. Alors, réponse de Dominique Schnapper. Et ensuite, il y a une question au fond. C'est exactement la situation. La loi 2004 de notre ami Luc Ferry parlait des signes ostentatoires. Et la kippa et la petite croix ont toujours été admises dans l'école publique et elles continuent à l'être. Le problème, c'est de définir où vient l'ostentatoire. Mais sur le plan de principe, c'est exactement ce qui est appliqué par la législation française. Alors, il y a une question un peu plus loin, mais Laura, c'est possible de récupérer le micro? Je vais vous donner la parole tout à l'heure, madame. Il y a une question un peu plus loin qu'on va prendre avant vous. Laura, est-ce que c'est possible d'amener un micro à monsieur au fond? Merci. Merci, monsieur. Merci, Laura. Pour revenir à la conférence de M. Luc Ferry, oui. On vous écoute, monsieur. Pour revenir à ce que dit M. Luc Ferry, et également ce qui a été dit à cette conférence au sujet de l'éducation nationale et de leur programme, je pense qu'il faut faire la distinction entre l'enseignement de la religion et l'histoire des religions. Et je pense que l'enseignement de la religion est du domaine privé, et ça on ne peut rien y faire, mais par contre l'histoire des religions est du domaine des historiens. Et si à l'éducation nationale on enseignait l'histoire des religions comme on enseigne l'histoire de tous les pays, c'est-à-dire les conditions qui ont présidé à la création de telle ou telle religion d'une façon purement historique,
on arriverait à prendre une certaine distanciation vis-à-vis de ces religions, ce qui permettrait un meilleur équilibre plutôt que de laisser ça dans l'obscurité et laisser aux enseignements religieux le soin intégral d'enseigner la religion. Parce que c'est très différent. On va laisser répondre, monsieur. L'histoire des religions et l'enseignement religieux. D'une religion. Alors, on va laisser répondre peut-être Gilles Clavreul sur la question de l'enseignement de l'histoire des religions. Non, mais on ne peut être que d'accord. Je crois qu'il faut élargir même le sujet. Aujourd'hui, les enseignants, l'institution scolaire, mais ça s'étend à tous ceux qui ont charge d'une manière ou d'une autre d'enseignement, doivent répondre à énormément de questions très compliquées. Et ils ont besoin d'outils pour cela. Je crois que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est ça. Ils doivent répondre évidemment sur des sujets historiques très compliqués. Et lorsqu'il y a des interpellations de la part des élèves sur des pans entiers de l'histoire de France que les enseignants eux-mêmes ne connaissent pas nécessairement très bien, je pense à la colonisation et à la décolonisation, je pense à l'histoire de l'esclavage, qui sont aussi des moments de l'histoire qu'il faut instruire. La question des minorités périphériques d'une façon générale, les outre-mer, voilà des sujets qui sont mal connus aujourd'hui, mal enseignés, ou en tout cas insuffisamment. Or, ce sont des questions qui se posent. La liberté d'expression, même chose. L'une des principales interpellations que je reçois lorsque je vais dans des établissements scolaires, mais alors c'est monsieur, expliquez-nous pourquoi Dieudonné et Charlie, c'est pas la même chose. On ne peut pas s'arrêter à une posture de principe moral sur ce sujet-là. Il faut expliquer, c'est difficile. Je ne parle même pas du conflit israélo-palestinien. Très difficile. Mais pourtant, si on n'en parle pas, sur les réseaux sociaux, on en parle. Les identitaires, eux, ils en parlent. Donc voilà, lorsque je disais tout à l'heure qu'il faut reconquérir le terrain, c'est-à-dire qu'il ne faut rien laisser, pas un espace, pas une question, pas un sujet, à ceux qui veulent s'approprier ces problématiques qui sont vécues, ressenties comme telles par les plus jeunes, par les moins jeunes aussi d'ailleurs, et sur lesquels il y a des interrogations. À la République de savoir répondre. Oui, Dominique. Juste ajouter que c'est difficile. Il y a une bonne quinzaine d'années, je faisais mon topo sur la laïcité à la bibliothèque de Montreuil, et je vois encore un charmant petit gamin de 11 ans, bouclé, avec des beaux yeux noirs, qui me dit « Ah oui, madame, vous dites ça, mais puisque la vérité, c'est Mahomet. » Alors, pleine de bons principes, je lui explique, je lui dis « Oui, oui, tu penses ça, c'est très bien, c'est ton droit, mais d'autres peuvent penser autrement. » Et il continue, il me dit « Mais oui, madame, mais puisque moi, c'est la vérité, vous, c'est pas la vérité. » C'est très difficile, je n'ai jamais pu en sortir, je ne sais pas quoi lui dire. Vous savez comment répondre à ça? Lui dire « C'est ta vérité, mais moi, je peux en avoir une autre. » C'est un truc fondamental sur lequel nous vivons. Et quand on vous dit « Ben non, puisque moi, c'est pas ma vérité, c'est la vérité. » Allez démontrer que c'est pas la vérité. Moi, je ne sais pas faire. Donc je comprends les professeurs, je pense que c'est très difficile. Arriver à défendre l'idée que la religion reste aux portes de l'établissement. Il était mignon, ce gamin, il doit avoir 30 ans maintenant. Il était charmant, mais voilà, nous sommes restés sur... Est-ce qu'il y a une autre question? On va en prendre encore deux, madame, devant. D'abord madame et ensuite vous. Merci. Merci. Moi, je voudrais attirer... Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été échangé sur l'histoire des religions, bien sûr, mais le diable se loge quelquefois dans les détails. Et en fait, c'est vrai qu'on étudie l'histoire des religions, on peut faire étudier ça à des enfants. Quand on est un gamin des quartiers, ce qui s'est passé au XIIe, XIIIe, XIVe siècle ou avant, ça vous passe au-dessus de la tête, on a des problèmes très concrets. Et du coup, ce qu'on n'arrive pas à faire passer, et je l'ai constaté quand on tourne dans les quartiers avec les amitiés judéo-musulmanes, c'est que pour eux, ça n'est pas du quotidien. Il faudrait arriver à leur faire comprendre que ton petit voisin, il a fêté quelque chose, là, sans entrer dans la théologie, il a fêté quelque chose qui est important pour lui, et avoir cet échange-là et que ça devienne du quotidien. Et à ce moment-là, les gens se diaboliseront un peu moins les uns les autres. Et moi aussi, j'ai vu un gamin qui m'a dit, l'imam lui a demandé, tu as un copain juif? Il dit non, il faudrait qu'il se convertisse. On a discuté avec lui assez longtemps, mais c'est ça le quotidien. C'est-à-dire, c'est prendre les gens là où ils sont et arriver à leur faire. Alors, c'est un énorme boulot. Je ne sais pas si ce sont des éducateurs ou des enseignants qui peuvent faire ça. En tous les cas, ce n'est pas la philosophie des religions qui résoudra le problème, à mon avis.
Gilles, vous avez affaire La à ce famille genre de aussi, cas, mais elle ne j'imagine. sait pas faire. Mais la famille ne sait pas faire quelquefois. Vous avez raison, mais on peut passer au-dessus de cette difficulté. Il faut rendre sensibles ces sujets-là. Moi, j'en discutais par exemple il y a quelques jours avec Jacques Fredge et François Heilbronn, Mémorial de la Shoah, qui est un de nos principaux partenaires dans les programmes de lutte contre le racisme. Bon, quand on organise des formations, qu'on emmène les enfants, ou d'ailleurs les adolescents, les jeunes adultes, ou au Mémorial, ou au Camp d'Émile, l'un de nos partenaires, ou à la Maison Lisieux, même chose, qu'ils voient les photos d'enfants, là ça cesse d'être une abstraction. Ça devient quelque chose qui leur parle parce que c'est leur histoire. Ou quand on parle du génocide des Tutsis, même chose. Ça devient extraordinairement concret et incarné. Et là, il se passe des choses. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur, bien sûr, en sachant le faire de façon très professionnelle. Jouer sur l'émotion, la sensibilité, l'identification, le rapport personnel que l'on peut trouver avec ces moments tragiques de l'histoire. Parce que c'est là que quelque chose au plan pédagogique peut enfin se passer. Donc on y arrive. Moi j'ai énormément d'exemples de ça, de réussite. Et l'année dernière par exemple, le Mémorial avec notre aide a pu toucher 12 000 élèves dans des classes de toutes les origines, les conditions, les territoires. 12 000 élèves supplémentaires. Donc on progresse. C'est pas assez évidemment. Moi je voudrais que ce soit 24, 48 et ainsi de suite. Mais enfin, à chaque fois qu'on le fait et qu'on confie ça, et c'est très très important qu'on confie ce soin à des professionnels formés, alors on peut arriver à surmonter les préjugés et à faire sortir en effet les enfants de cette représentation très abstraite qu'ils peuvent avoir des théories, des principes et des réalités historiques qu'on leur enseigne. On va prendre une dernière question car malheureusement le temps nous presse. Il y a déjà madame qui a le micro. Merci. Une question. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je veux bien qu'on prolonge encore de 5 minutes, mais il faut faire très court dans vos questions. Alors. Une question concrète pour Gilles Clavreul. J'ai le sentiment que sur le constat, nous sommes tous peu ou prou d'accord. En revanche, l'inquiétude naît lorsqu'on parle de comment renverser la vapeur. Donc, j'ai une question concrète par rapport au cas que vous avez cité de l'enseignant qui s'est retrouvé en minorité dans son établissement et même pas soutenu par le chef d'établissement. Je voudrais savoir ce que le ministère de l'Éducation nationale ou les autorités de tutelle de ce chef d'établissement ont concrètement fait pour protéger cet enseignant, éventuellement sanctionner ce chef d'établissement et que éventuellement ça puisse servir d'exemple et de protection pour d'autres enseignants qui sont dans la même situation. Alors, on laisse Gilles Clavreul répondre. Je vais vous faire une réponse en demi-teinte parce que on connaît la fin de l'histoire. Comme je vous le disais, il a quitté son établissement. Il se trouve que l'élève en question a été exclu définitivement de l'établissement aussi. Mais quand je dis que c'est une réponse en demi-teinte, j'ai envie de dire double échec. Double échec parce que je ne sais pas ce que cette lycéenne est devenue, mais je ne suis pas très optimiste sur le fait que, accueillie comme elle a été accueillie et considérée comme elle l'a été, on lui ait donné le moyen de comprendre qu'il y avait quelque chose de complètement déconnant, pardonnez-moi du terme, dans son attitude, parce que c'est ça au fond le sujet. Et pour beaucoup d'enfants qui sont limites dans leurs propos ou dans leur comportement, si on s'y prend comme on doit s'y prendre, on rattrape le coup 90% des cas, ce qui là n'a pas été le cas. Et bien pour l'enseignant, l'histoire se termine pas bien parce que il avait la possibilité de changer d'établissement, il l'a fait. Il est désormais dans un établissement où les choses se passent très bien, mais c'est pas la même composition sociologique. Maintenant, il est dans un lycée qui a de bons résultats scolaires, avec une population qui accepte très naturellement l'autorité. Et évidemment, c'est un petit peu dommage parce que des phénomènes comme ça, ils sont pas si nombreux, hein, heureusement, mais à chaque fois, c'est un coup de canif porté au respect de l'enseignement républicain, et ça dégrade les choses parce qu'on sait que, comme par hasard, les résultats du lycée en question ont chuté depuis plusieurs années, comme quoi les choses s'entrappartiennent assez bien. Je vais prendre encore 2 questions par ici, si vous le voulez bien. On ne va pas pouvoir entendre tout le monde. Il y a madame ici, Laura, il y a madame qui est là, qui demande la parole depuis tout à l'heure. Ensuite, on va prendre une question là.
Merci. Denise Brial, professeure d'éducation physique de 1973 à 2010 à Boulogne-Billancourt au lycée Jacques Prévert. Je vous adresse seulement le poème de Jacques Prévert, qui était le poète de notre lycée. Dans chaque église, il y a quelque chose qui cloche. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est bien, c'est des interventions courtes, ça nous donne le temps de prendre encore une question. Derrière. Les questions de madame, derrière. Mais oui, je sais bien, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions, parce que sinon, on sera encore là à 14h et les autres intervenants m'en voudront, et puis vous ne pourrez pas déjeuner en plus. Une question, madame. Oui, bonjour. La question s'adresse peut-être à monsieur Gilles Clavreul. Savoir pourquoi il n'existe pas d'outils juridiques pour condamner les élus clientélistes en France, où tous les citoyens en fait engagés connaissent les élus clientélistes qui font du mal à notre République. Et à mon sens, tant qu'il n'y aura pas de condamnation ferme de la part de la justice, les élus continueront, par exemple, à financer avec leurs réserves parlementaires la construction de mosquées. Vous pensez, enfin, vous savez de qui je veux parler. Voilà. Merci. Enfin, il y a une sanction qui est très pratique, c'est le bulletin de vote aussi. Hein. Il y a la possibilité, chaque citoyen a la possibilité de s'exprimer là pour le coup. Alors, réponse de Gilles Clavreul, et je crois que Dominique Schnapper voudrait répondre aussi. Il n'y a pas de peine sans loi, ça aussi c'est un grand principe démocratique et républicain. Donc le clientélisme en tant que tel n'est pas puni par la loi et je vois mal comment il pourrait l'être, mais en effet il y a une sanction qui est la sanction démocratique, elle doit s'exercer. Dominique Schnapper. Le clientélisme fait partie des risques de la démocratie. À partir du moment où on doit se faire élire par une partie de la population, il y a toujours un risque de clientélisme. Alors il faut espérer qu'il ne va pas trop loin, mais il est inhérent au fonctionnement de la démocratie. Il faut bien le voir comme ça. Alors vraiment une toute dernière question ici. Monsieur, ça va être la dernière. Oui, allez-y. Voilà, bonjour, je m'appelle Reske Sheata, je suis président de l'association Laïcité pour tous. J'ai juste une question très très simple. Pourquoi ne pas faire du 9 décembre chaque année une fête pour la laïcité dans les écoles? Parce que la laïcité peut effectivement sauver la France. Merci. Merci beaucoup. Qui veut répondre? Ça ne s'adresse pas tellement à nous, mais plutôt aux hommes politiques. C'est une décision politique. Nous sommes dans des temps Même propices Gilles, aux propositions. Même Gilles ne peut pas prendre une décision de cette importance. Merci beaucoup. Merci à tous. Luc Ferry va signer ses livres pour ceux qui veulent se les faire signer. Bon déjeuner. La journée continue? Oui, la journée. Allô, allô. Oui, la